Bonjour, nous sommes le vendredi 3 avril 2020 et pour mettre une petite note d'optimisme, je vais appeler cette vidéo le point à mi-parcours. À mi-parcours. Il faut dire que moi j'ai pris un peu d'avance par rapport à la plupart des gens. Pourquoi? Parce que je suis rentré de Paris où il y a eu la réunion avec tous les collapsologues. Je crois que c'était le 22 février. Et le lendemain, j'apprenais qu'il y avait des cas à Auray qui étaient mis en quarantaine. Or, Auray, c'est à 15 km d'où j'habite, et donc je me suis dit, je ne vais pas je vais pas me fier aux limites administratives, je vais me dire que je suis dans une zone où je cours un risque personnel et je fais courir un risque à d'autres personnes, et donc je vais essayer de bouger le moins possible. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait encore, il restait 7 jours en février, plus 31 en mars, ça nous fait 38. On va compter aujourd'hui, ça nous fait 41. Si on ajoute 41 aujourd'hui, ça nous fait 27 en avril. Et il nous en reste 14 en mai, ça nous met à la mi-mai. Euh, Ça paraît encore assez optimiste, surtout que les gens de plus de 70 ans, on leur dira certainement de rester encore un peu chez eux parce que tout danger n'est pas écarté. Euh, 41 jours, c'est beaucoup, mais on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il y a, euh, il y a des gens qui vous disent cessez d'être obsédé par les informations, cessez d'absorber des infos, de regarder tout le temps ce qui se passe, ce qu'on vous raconte, etc. Détendez-vous. Et puis il y en avait un autre qui répondait à ça en disant bah, écoutez, non, on est dans une période où il se passe tellement de choses qu'il est important d'absorber l'information. Il y a tout le temps des choses nouvelles qui sont en train de se passer. La situation change en permanence. Et donc il réagissait à cette idée qu'il y avait quelque chose d'obsessionnel dans le fait de vouloir de s'attacher aux nouvelles. D'un point de vue, je dirais, biologique de l'espèce, ça doit être adaptatif, comme on dit, pour l'espèce en général et pour les gens en particulier, de s'informer. D'autant qu'on a la chance, pour moi c'est une chance, de pouvoir être connecté avec l'ensemble du monde et de savoir des choses qui se passent à l'étranger, pratiquement en direct. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe à U et à Dia? À U et à Dia, il y a les pays orientaux qui ont dans leur culture le fait d'être raisonnable, et puis il y a le fait dans nos cultures d'être, comment dire, tiraillé entre le caractère raisonnable et le caractère déraisonnable, et qui nous fait produire des arbitrages, comme on dit, entre des choses qui ne sont pas conciliables. Ce qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si je vais retrouver la citation entièrement, c'était à propos de Munich. Des discussions entre le gouvernement allemand nazi et les autres pays. Et, euh, et Churchill avait dit quelque chose du genre euh, ils, 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 ils sont en train de négocier la guerre en mettant dans la balance le déshonneur, ils auront la guerre et le déshonneur. Et j'ai le sentiment qu'on fait la même chose avec les considérations d'ordre économique. On ne veut pas que l'économie s'arrête. On dit qu'il faut que les activités économiques indispensables se perpétuent, et j'entends des gens autour de moi qui font des tas de choses qui continuent à travailler parce que leurs employeurs veulent qu'ils continuent à travailler, alors que ce qu'ils font n'est absolument pas indispensable. Je parlais à quelqu'un qui disait je suis en train de fabriquer un machin qu'on ne pourra jamais livrer parce qu'on n'a pas le droit d'aller chez les gens pour leur livrer le truc que je suis en train de terminer. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi fait-on ça? Pour le moral des troupes, pour que les chiffres du PIB n'apparaissent pas trop endommagés? À l'arrivée, non. Il faut se dire que les chiffres du PIB vont être complètement déprimés, que ça ne va pas être facile, que la dépression, ouais, voilà, je trahis ma pensée, que la récession est déjà là, et que s'il y avait une dépression à la suite de ça, ce ne serait pas tout à fait étonnant, mais que ce ne serait pas un miracle. Voilà, c'est des choses qui arrivent, et là, on est dans dans le cas de choses qui arrivent de ce type-là. C'est exceptionnel.
On continue à nous dire que oui, finalement, tout ça n'est pas si grave que tout. Mais si, mais si, mais si, tout ça est très grave, tout ça est très différent de ce qu'on fait d'habitude. Les gens sont un peu tiraillés entre les différentes pressions. On restreint les libertés, bien entendu, pour essayer voilà, d'aider à la santé publique, pour régler les problèmes sanitaires. Et en même temps, on nous remet en place en nous disant que c'était impossible. On est en train de nous remettre à toute allure en place l'État-providence, je dirais dans le meilleur état qu'on puisse imaginer par rapport à lui, ce qui est formidable. Notre attention doit être concentrée, chaque fois qu'on me le demande, j'insiste là-dessus, sur le fait qu'il faudra détricoter, renverser les mesures qui attaquent notre liberté, mais garder les bonnes idées qui nous viennent maintenant sur la manière d'organiser une société. Voilà où nous en sommes. Nous avons des exemples autour de nous de ce qui se fait, que nos dirigeants font, on aurait pu espérer que ce soit de manière un peu plus organisée, que ce soit en ne mettant pas dans la balance des considérations qui n'ont aucun rapport avec le problème. Toujours le problème que je signale, le problème d'échelle, de rapport d'échelle, que les gens n'arrivent pas qui mesurent des trucs minuscules, qui mettent en face l'un de l'autre des problèmes minuscules avec des problèmes importants, une incapacité à juger de la taille des problèmes. Et là, c'est là que des organismes comme les organismes d'un bureau du plan, comme des organismes de planification peuvent mettre les choses en perspective en ayant des chiffres et en montrant ces chiffres, je dirais, à l'échelle qu'ils représentent véritablement. Alors nous avons l'exemple de ce qu'il aurait fallu faire, la Chine. On nous dit oui, apparemment ils ont maquillé les chiffres parce qu'il y a des gens qui font la queue dans la rue pour récupérer des urnes avec voilà pour les gens qui sont décédés dans leur famille et ils sont très très nombreux. Oui, mais j'ai regardé la photo. Si c'est uniquement sur ça qu'on juge, effectivement, une queue dans les rues où on oblige les gens d'être à 3-4 mètres les uns des autres, ça fait quelle longueur? On peut calculer. 1000 personnes avec 3 mètres entre 3 personnes, ça fait effectivement, ça fait 3 km. Alors 3 km, ça peut paraître extrêmement long vu d'un avion, vu d'un drone, etc. Mais ça ne remet pas en question en soi les chiffres. Si les gens disent oui, tous mes voisins sont morts, oui, bon, mais il y a peut-être un problème. Et ayant dit ça, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de maquillage des chiffres en Chine, je n'en sais rien, mais ce que je vois, c'est autour de moi les maquillages des chiffres qui ont lieu en grand. Autour de moi, on dit oui, bon, on compte les morts, mais pas évidemment ceux dans les EHPAD, parce que c'est plus difficile à calculer. Dieu sait pourquoi ce serait difficile à calculer. Pas ceux qui sont morts à la maison, oui, mais on suppose qu'il y a quand même des actes de décès. Pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas ça? Il doit y avoir un peu de mauvaise foi dans le fait de donner les morts uniquement en hôpital. Quelqu'un qui est mort, il n'est pas nécessairement mort dans un hôpital. Bon, donc simplement pour vous dire, il y a aux États-Unis, simplement en raison de la désorganisation totale, on ne connaît pas les chiffres non plus, et c'est peut-être pas nécessairement du maquillage, mais c'est simplement parce que comme le gouvernement fédéral est en panne, comme le disait un journaliste, parce que monsieur Trump a compris ce qu'il devait faire, et la seule formule qu'il connaît, c'est celle de la télé-réalité, et donc il dirige le pays comme si c'était un show de télé-réalité. Il n'a pas compris que ça marchait d'une manière un peu différente. Ce pays-là nous montre en tout cas ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire chacun laissé à soi-même, les États laissés à eux-mêmes, à l'intérieur des États, les comtés, c'est-à-dire l'équivalent des cantons chez nous, laissés à eux-mêmes, à l'intérieur des cantons, les villes laissées à eux-mêmes, simplement parce que le gouvernement a décidé que c'est à la main visible d'Adam Smith, c'est à la libre entreprise de régler les problèmes. Je voyais tout à l'heure un truc où on nous expliquait que où un représentant du gouvernement disait eh bien voilà, il y a plein de masques, ils ont été distribués dans des centres de distribution. Voilà. Alors on demandait oui, mais ce centre de distribution, c'est quoi? Eh bien, ce centre de distribution, il faut s'arranger pour que ces masques arrivent dans les entreprises. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces entreprises? Ces entreprises font de l'accaparement, comme on dit, c'est le terme technique, c'est-à-dire elles vendent au plus offrant.
Et comme on voit, certains pays, dont les États-Unis, essayent de kidnapper des choses en faisant de la surenchère sur le prix. C'est voilà, c'est le renard dans le poulailler à l'échelle internationale. Alors voilà, c'est ça l'ultralibéralisme quand il est complètement, je dirais, laissé à lui-même, quand c'est un type comme Trump qui dirige ça, non seulement comme une télé-réalité, mais la loi du plus fort. Les lois du marché, mais même quand il n'y a plus du tout de cadre légal ni juridique autour pour faire marcher la machine. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, nous, on en a le spectacle. Je pense, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'Acosta. D'Acosta, c'est un missionnaire. C'est un missionnaire, il était envoyé au Mexique. C'était à l'époque, voilà, je crois, au XVIe ou au XVIIe siècle. Et d'Acosta, il voyait les processions de gens tous les jours qui montaient sur les pyramides pour être sacrifiés dans des sacrifices humains. Et ce missionnaire qui venait de notre culture où il y avait quand même l'Inquisition et compagnie, donc on n'était pas tout à fait, comment dire, irréprochable de notre côté, on était un peu blindé pour ce qui était de la cruauté humaine. Mais ce type, quand même, il n'y comprenait rien. Et un jour, il écrit dans son journal, il dit, j'ai compris, voilà. Alors, il dit, c'est le spectacle que Satan a organisé pour nous montrer ce qu'est un monde sans Dieu. Alors, pour nous montrer, c'est la même chose. Les États-Unis, maintenant, c'est un spectacle que Dieu a organisé, ou plutôt Trump dans ce cas-ci, pour nous montrer ce que c'est un système d'un État contemporain, d'un État moderne, où on a enlevé le système fédéral, où on a enlevé l'armature, où il n'y a plus que des individus qui se battent pour leur survie individuelle dans une espèce de darwinisme social complètement généralisé. Alors, que faire? Je regarde les bulletins, comme on voit BVA tous les jours, sur le moral des Français. Le moral des Français est excellent, sauf celui des indépendants parce qu'ils gagnent plus d'argent du tout. Là, le moral des indépendants est en berne. Les autres, ça a l'air d'aller. Les gens se posent des problèmes. Nous savons qu'il y a des gens qui meurent autour de nous, que ça touche véritablement des personnes. Je pense à les deux frères Cuomo. L'un est un reporter sur CNN et l'autre est le gouverneur de l'État de New York. Et alors, il y avait j'oublie leur prénom, mais ça n'a pas d'importance. Celui qui est gouverneur de New York, il commence par expliquer que son frère il n'est pas en confinement, il est en quarantaine parce qu'il a le coronavirus, le Covid-19. Et effectivement, le frère journaliste fait en effet des émissions de sa cave où il s'est mis. Et donc, le gouverneur commence par faire l'éloge de son frère en disant voilà, très grand journaliste, un type qui a le sens de la communauté. Et puis tout à coup, il change de ton. Il dit mais c'est le même frère à moi qui, il y a 2 semaines, a dit maman est bien seule, il faut vraiment qu'elle vienne chez nous, qu'elle vienne habiter chez nous. Et là, je lui ai dit non. Et lui disait si, mais écoute, tu es sans cœur, etc. Et il dit imaginez aujourd'hui qu'on ait accepté la vie de mon frère et que maman soit venue à la maison. C'est là qu'on est. On est dans des cas particuliers. On voit apparaître en surface ce que ça donne dans des cas particuliers. Je vais donner un cours ce matin. Et ça, c'est une chose aussi, une remarque qu'on peut faire. Je me demande si on se dira, après qu'on ait donné des cours comme ça à la télévision, sur l'Internet, est-ce qu'on reviendra à l'ancien système? Celui-ci est tellement pratique, il arrange vraiment tout le monde. Il y a une de mes élèves qui n'était pas là ce matin. Et pourquoi? Parce qu'elle est la directrice d'un EHPAD. Alors là, on a tous compris pourquoi elle n'était pas là. Quand on a eu terminé les 3 heures de leçon, on a tous réfléchi un petit peu à l'avenir et on a pensé à elle en particulier. Et comme j'avais les dossiers de tout le monde ouverts sur mon ordinateur et qu'il y avait en particulier son numéro de téléphone, au nom du groupe, je vais appeler cette dame. Elle n'était pas au téléphone, elle a autre chose à faire. Je lui ai laissé un petit message au nom du groupe des étudiants qui étaient là. On peut faire ça, l'enseignement comme ça, il n'y a rien qui manque. Je l'ai déjà dit la fois dernière quand je l'ai fait, je peux prendre des livres qui sont autour de moi et les montrer, que j'aurais pas pensé nécessairement amener dans la salle de classe.
Je crois qu'on va de manière générale aussi réfléchir à la disparition du travail. Tous ces gens qui travaillent si facilement, là je vais dire une horreur, tous ces gens qui travaillent si facilement en télétravail de chez eux, je suis sûr qu'il y a des entreprises qui se diront à la sortie, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'eux avant qu'ils ne travaillent comme ça. Ils le font en s'occupant d'autres choses en même temps, etc., etc. Il va y avoir une réévaluation de tous ces gens dont on se passe si facilement. Je ne dis pas qu'ils font rien quand ils sont à la maison, mais dont le travail en entreprise n'a pas l'air aussi nécessaire en situation de crise qu'il pourrait l'apparaître autrement. Il va y avoir parmi les chocs qui vont venir. Moi, quand on me dit oui, mais le chômage n'augmente pas tant que ça, etc., etc. Moi, j'ai toujours cette idée, je l'avais dite à une émission chez TADI, Ce soir ou jamais, il y a pas mal d'années, le travail disparaît. Et c'est Naomi Klein, Madame Naomi Klein, qui a dit, chaque fois qu'il y a une crise, vous inquiétez pas, ils y trouvent le prétexte pour encore faire avancer le système dans leur direction. Alors, de la même manière qu'il faudra défendre le retour de l'État-providence pour l'installer. Moi, je vais aussi pousser cette idée qui n'est pas la mienne, elle date des années 60 et elle vient des États-Unis. C'est cette idée qu'il faut déconnecter les revenus qui viennent actuellement du travail, il faut les déconnecter de ça, il faut avancer vers un autre système, un système de gratuité pour l'indispensable, financé par une taxe robot, ce que j'appelle la taxe Sismondi, sur le travail fait pour les machines. Alors les patrons, bien sûr, vont gueuler, etc. Et je réponds toujours la même chose. Est-ce que ça vous dérange tellement que les ouvriers et les employés qui travaillent chez vous, qu'on leur fasse payer des impôts? Eh bien non. Eh bien dans ce cas-là, c'est pareil. On fait payer des impôts aux machines qui ont remplacé les ouvriers et les employés. C'est tout à fait normal. Là, le fait que l'emploi disparaît parce que le travail disparaît, c'est un gain pour l'univers, pardon, pour la communauté tout entière. C'est j'allais dire pour l'univers, mais dans la mesure où nous sommes essentiellement la partie que nous connaissons, c'est un gain pour l'espèce. C'est un gain pour l'espèce que le travail disparaisse. C'est uniquement parce que nous refusons d'en partager les gains que ça pose des problèmes et que ça nous paraît peut-être une catastrophe. Notre réaction de ludite d'aller casser la machine, c'est parce que ces gains ne sont pas, cette richesse qui est créée de cette manière-là n'est pas partagée entre tout le monde. Alors parmi les choses aussi qu'il faudra faire avancer, pas simplement les remettre en place, il faut cette déconnexion entre le fait de travailler et d'obtenir des revenus. D'une certaine manière, il faut, et ça va faire grincer des dents, il faut que nous soyons tous dans la situation privilégiée du capitaliste de vivre des rentes du monde qui est autour de nous, tel qu'il est, qu'on va cesser de détruire de manière tout à fait irresponsable, mais que la richesse qui est créée, qu'on la partage entre nous, que tout le monde bénéficie de cela. Et bien entendu, c'est ça qui se dessine un tout petit peu, mais on nous répète déjà que c'est du provisoire, qu'on ne pourra pas installer ça une fois pour toutes. Si on pourra l'installer une fois pour toutes, le travail disparaît, tirons-en les conséquences. Nous pourrons faire des tas de choses plus intéressantes et surtout remettre la planète Terre en état de marche en se mettant tous ensemble, en ayant des bonnes idées, en travaillant à ça, à nettoyer les rivières, à enlever le plastique partout où il est et à empêcher qu'on en produise davantage. Il y a du travail pour tout le monde. Ce sera du travail qui ne sera pas rémunéré comme travail parce que d'une certaine manière, ce sera effectivement des choses qui ne seront pas avilissantes, qui ne sont pas dégradantes, etc. Trouvons un autre moyen de nous rémunérer, d'avoir des revenus que celui-là, celui du travail, de gagner son pain à la sueur de son front. Trouvons une alternative, c'est l'occasion de le faire. Bien sûr, ceux qui sont absolument accros à la notion du profit, qui croient comme Trump que si on les empêche d'amasser une fortune, et on ne sait pas trop pourquoi, ils vont se suicider plutôt que le fait qu'on leur refuse d'amasser une fortune. C'est une toute petite minorité d'entre nous pour qui c'est ça la valeur la plus importante. Le reste des gens, nous accepterions très volontiers de vivre un paradis terrestre, ça ne dérangerait pas grand monde, à part M. Trump et quelques sbires de son genre. Voilà, allez, à bientôt.